Alors donc cette table ronde aura pour sujet comment parvenir à combiner les spécificités des cultures équestres, la nécessité de respect du cheval et les impératifs de performance olympique. Nous allons parler donc des spécificités de chaque culture équestre et de la normalisation de la compétition. Est-ce que c'est un danger de perte identitaire des cultures équestres? Nous allons parler de la diversité des cultures équestres et qu'est-ce que la diversité des cultures équestres apporte à l'olympisme et qu'apporte en retour l'olympisme aux cultures équestres. Nous allons parler de l'intégration des enjeux de bien-être et de bien-traitance entre prise en considération nécessaire et pression médiatique. Comment comprendre l'hyperconcentration des nations victorieuses dans les trois disciplines et comment essayer de comprendre la suprématie des femmes en dressage notamment. Alors pour cette table ronde, de gauche à droite pour vous, nous aurons donc João Pedro Rodrigues qui est écuyer en chef de l'école portugaise d'art équestre et évidemment écuyer émérite. Nous avons à ses côtés Charles Trollier. Il faudrait une table ronde pour présenter son CV, qui est vétérinaire depuis 1977, qui a été président de la Société des vétérinaires suisses de 2005 à 2012, vice-président de 2001 à 2009, puis président de 2009 à 2021 de la Fédération suisse des sports équestres, secrétaire de 2015 à 2021, puis président du Conseil et Observatoire suisse de la filière du cheval, membre du Conseil de gérance de l'Institut équestre national Avenches et vétérinaire officiel pour la Fédération équestre internationale depuis 1989. À ses côtés, nous avons donc Léa Lansade qui, depuis 20 ans, travaille à l'IFCE. Elle est basée à l'INRA et Centre Val-de-Loire. Elle dirige l'équipe Cognition, Éthologie et Bien-être animal. Elle travaille sur 3 grandes thématiques sur lesquelles elle reviendra peut-être, qui sont la personnalité, les capacités cognitives et le bien-être, avec comme modèle de prédilection évidemment le cheval. Elle est également membre du comité bien-être animal organisé en marge des JO 2024 et elle vient de signer un best-seller que tout le monde s'arrache, mais c'est vrai en plus c'est un succès de librairie, qui s'appelle Dans la tête d'un cheval. Bravo, parce que pour une fois qu'un livre équestre se vend bien, c'est assez appréciable. À côté, il y a donc Laurent Bousquet. Grand cavalier de concours complet, participation 8 Olympiades, il s'est présenté tout à l'heure, c'était un cavalier international, il a fait partie de l'équipe de France, il est coach, manager, sélectionneur d'équipes nationales, notamment en Corée du Sud, Belgique, France, Japon. Il est membre actif des commissions sécurité de la Fédération française d'équitation et de la Fédération équestre internationale et il est membre de l'équipe d'organisation des Jeux de 2024. À ses côtés, Pauline Basquin, qui est donc écuyer du Cadre Noir, qui fait partie de l'équipe de France de dressage. Elle est écuyer depuis 2006. Elle a d'abord passé par l'écurie de CSO et maintenant elle est au dressage depuis 2012. Ses missions sont la compétition, la participation au gala du Cadre Noir et la formation. Elle a été championne de France Pro Élite en 2022 et en 2023, elle a fait partie de l'équipe vainqueur de la Coupe des Nations de Rotterdam. Elle est 6e par équipe au championnat d'Europe, 13e en individuel, 3e du freestyle sur l'étape Coupe du Monde de Lyon. Elle participe à différents galas et elle s'occupe des DES dans la discipline du dressage. À côté d'elle, Arnaud Boiteau, écuyer aussi du Cadre Noir, qui est enseignant, qui est BE2 d'équitation, qui est champion olympique de CCE par équipe en 2004 au JO d'Athènes. Il a 3 participations au championnat du monde, 5 participations au championnat d'Europe, dont 2 titres de vice-champion par équipe. Et il est aussi auteur d'un livre de référence sur le concours complet qui s'appelle Le cheval de concours complet, éducation et entraînement, initialement publié chez Belin et maintenant repris chez Vigo. Et à ses côtés, il y a je retrouve mes petites notes, Natacha Rénal, qui est responsable et coordinatrice de la formation groom internationale de l'IFCE et qui est quand même une cavalière de niveau Saint-Georges. Alors pour commencer cette table ronde, on va essayer de parler un petit peu de bien-être du cheval. On a vu ce matin qu'il y avait des enjeux, notamment aux Jeux Olympiques, sur le complet. Et peut-être que pour ouvrir les débats, je me tournerai vers Laurent Bousquet. Puisque vous faites partie, alors il y a un micro qui doit être à votre disposition là, puisque vous faites partie, puisque vous êtes un grand cavalier, que vous avez fait des JO et que vous participez aussi aux JO de 24, on en a un peu parlé ce matin, l'œil du 20h de France Télévisions du 12 mars a diffusé un court sujet, mais qui a été largement repris, intitulé « L'équitation aux JO et sur la sellette », dans laquelle il rappelle l'affaire Annika Ashley en selle sur Sandboy au JO de Tokyo en 2020, le barrage des chevaux et le dopage mécanique, pour reprendre l'expression de Frédéric Cottier dans ce petit
programme. Le cheval de saut d'obstacle qui termine son parcours, les naseaux en sang, autant de pratiques désormais inacceptables. Alors, la question, est-ce que vous pensez que le bien-être du cheval va, au fur et à mesure, bientôt, mettre l'équitation sur la sellette des JO, vous? Alors, sur la sellette des JO, j'espère que non, mais il est évident qu'on est aujourd'hui dans le collimateur, on est dans le focus. Ce programme de France 2 nous l'a montré, même si c'est vraiment un programme à charge. On a bien vu que c'était quand même ces quelques minutes de florilège de ce qui se fait de pire quand même en équitation. Et heureusement, ça reste très marginal dans l'équitation, d'ailleurs sportive ou non. Et je crois que c'est là où on peut avoir peut-être tous une certaine responsabilité. Je pense réellement qu'au niveau que dans la filière et dans le milieu, on n'est pas assez proactif pour essayer d'expliquer ce qui se passe, comment ça se passe. C'est-à-dire que là, on voit ce sujet qui nous saute à la figure, on ne l'avait pas du tout anticipé, personne n'était au courant. On aurait pu quand même imaginer qu'on avait pu être mis au courant en amont de la préparation d'un sujet au journal de 20 heures et que du coup, la fédération ou un certain nombre d'institutions puissent avoir leur mot à dire dans le choix des images. Bon, ça c'est une réflexion personnelle. Maintenant c'est fait. À nous aussi d'expliquer que ça reste des pratiques marginales, qui sont inacceptables, qui doivent être sanctionnées évidemment. Et je crois que c'est aussi important d'ensuite expliquer au grand public que ces chevaux que nous montons en compétition sont des chevaux qui ont été sélectionnés, élevés, préparés, entraînés pour fournir un effort, certes un effort intense, mais ce sont des athlètes, ils ont été préparés pour ça. Et entre ces efforts intenses, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vivent les chevaux au quotidien ? Et je crois qu'aujourd'hui, on gagnerait beaucoup à expliquer aussi au grand public ce que vivent les chevaux quotidiennement et s'apercevoir que ça reste une vie qui est loin d'être une vie, je dirais, carcérale. Mais au contraire, je pense qu'on en prend soin et on essaye de faire en sorte qu'ils soient dans le meilleur état d'esprit. Maintenant, en ce qui concerne les Jeux à Versailles, on a mis en place effectivement un comité autour du bien-être animal, dont Léa fait partie, de manière d'abord à pouvoir essayer d'anticiper les différentes situations qui peuvent être problématiques, d'une part. Ensuite, essayer d'avoir, je dirais, un message, des mots aussi à mettre là-dessus pour expliquer justement en cas de pépin, parce que le risque zéro, même si on prend toutes les précautions, n'existe pas, de manière à pouvoir anticiper un peu et en cas de pépin, avoir une communication, un message qui soit à la fois compréhensible. Et je pense qu'il y a aussi un certain nombre de mots qu'il vaut mieux éviter d'utiliser si on ne veut pas se retrouver avec un retour de bâton instantané. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il suffit de sortir une phrase ou deux, ou une image ou deux d'un contexte pour lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Donc oui, on est complètement impliqué, on est complètement conscient des enjeux. Et je crois qu'on travaille tous. Bon, Catherine en a parlé ce matin, aussi bien avec la FEI qu'avec la FFE, qu'avec GL Events, qui est donc chargé de l'organisation de ces JO, et Paris 2024, pour vraiment arriver à ce que les chevaux vivent ces Jeux Olympiques dans les meilleures conditions. Et ça, vous trouvez que c'est une bonne décision que l'équitation soit sortie du pentathlon ? Est-ce que ça sort aujourd'hui est-ce que l'équitation qui sort aujourd'hui du pentathlon risque pas de contaminer peut-être le concours complet demain ou le paradressage, hein ? Non, moi je pense que c'est une bonne décision. Encore une fois, je pratique les Jeux Olympiques depuis longtemps maintenant, depuis plus de 30 ans. Des épreuves de pentathlon, j'en ai vu beaucoup. Honnêtement, c'est pas d'un niveau olympique. C'est triste à dire, mais il se trouve que pour la majorité des pentathlètes, l'équitation est vraiment ce que j'appellerais le maillon faible. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils ont peu de temps pour s'entraîner. Ils découvrent des chevaux en 20 minutes. La majorité de ces cavaliers sont d'un niveau que je qualifierais de départemental, hein, pour être gentil. Hein. Et on a les cavaliers d'un niveau départemental qui viennent faire les Jeux Olympiques. Et je ne trouve pas que le spectacle soit satisfaisant. Et je trouve que c'est une bonne chose que les pentathlètes n'aient plus à vivre ce truc-là qui, pour eux, était souvent vraiment un désastre, quoi. Donc oui, c'est bien. On le remplace par autre chose. C'est vrai que ce midi, en discutant, quelqu'un m'a dit « Tiens,
peut-être Léa d'ailleurs, mais pourquoi on n'aurait pas mis la voltige? C'est trop tard, mais c'est vrai que la voltige, c'était peut-être une bonne idée, effectivement, d'intégrer la voltige au pentathlon à la place de ce parcours de saut d'obstacle. Bref, aujourd'hui, ils vont courir à pied, mais c'est une bonne chose. Alors, Léa Lansade, vous êtes un peu spécialiste du bien-être. Est-ce qu'on peut vraiment mesurer le bien-être? Parce que, alors, j'ai une petite idée de la réponse, mais on a déjà du mal à mesurer le bien-être d'un humain en entreprise. Est-ce que vraiment on peut mesurer le bien-être du cheval? Oui, c'est le défi. Donc, déjà, on a un défi à relever, je pense, peut-être un des plus grands défis qu'on ait jamais eu à relever, c'est cette question du bien-être animal, qui peut remettre tout en cause. On voit un emballement. C'était très bien, là ça montait, mais là ça s'emballe. Donc vraiment, on a un défi à relever. Il faut vraiment en être conscient parce que c'est change or to be changed. Et pas que pour les JO, pour toutes les pratiques équestres. Donc on doit réagir. Et oui, ça c'est le rôle aussi des scientifiques, c'est d'apporter des mesures objectives du bien-être pour éclairer le débat public. C'est notre rôle. Parce que sinon, quand on demande aux gens, en fonction de la personne à qui on demande, on va avoir des multiples définitions du bien-être, souvent très anthropomorphiques. Ça va d'une forme de romantisation du cheval à l'état naturel, où des gens voudraient remettre les chevaux dans un état naturel en imaginant que c'est le mieux pour eux. Pour avoir des collègues dont c'est le métier de les observer, ces chevaux à l'état naturel, déjà il n'y a pas de place pour les remettre. Où est-ce qu'on va les relâcher? Il n'y a plus d'endroit pour eux. Et puis quand on observe les Mustangs, les Garano, on en parlait, ces chevaux au Portugal, la vie est complètement à l'état naturel, c'est pas non plus l'idéal. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui vont avoir une vision très anthropocentrée du bien-être du cheval. Le bien-être, c'est la thalassothérapie, c'est l'achat de matériel, de bandes. Donc nous, les scientifiques, on est là pour éclairer et remettre le curseur et avoir des grilles pour lire le bien-être du cheval. Je vais mettre des guillemets. On essaye de demander au cheval ce que lui pense de sa vie, de son état de bien-être. Et donc, avec tout plein de chercheurs dans le monde entier, notre challenge depuis quelques années a été de mettre au point des grilles d'évaluation du bien-être animal qui soient vraiment objectives et basées sur leur Umwelt, leur façon de penser à eux. Et aujourd'hui, on en a. On peut toujours les améliorer, mais il existe des grilles d'évaluation du bien-être. Et d'ailleurs, actuellement, la Fédération française d'équitation, via son fonds Equiaction, finance une étude de 3 années pour évaluer le bien-être des chevaux qui vont participer aux Jeux Olympiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension culturelle? Parce que par exemple, sur un marché en Chine, on peut dépecer un chien sans que ça n'émeut personne, tandis qu'ici, on ferait les premiers titres des journaux. Et par exemple, le Buzkashi, quand on voit le Buzkashi, on s'aperçoit que ils n'ont pas une relation avec leur cheval comme nous. Est-ce que vraiment ils sont dans le mal-être, ou est-ce que c'est pas plutôt culturel le bien-être? Alors la vision que l'on a du bien-être est culturelle. Et effectivement, en Suède, ils sont très en avance sur ces questions-là. On ne se pose pas les mêmes questions. Je ne sais pas, plutôt, même on dit que dans le Sud, on n'a pas du tout la même vision. C'est aussi un luxe de pouvoir évaluer le bien-être des chevaux. C'est sûr que là, en Ukraine, on a peut-être autre chose à faire que d'aller évaluer le bien-être des chevaux. Et actuellement, c'est une vraie problématique en France. Ça va dépendre de la géopolitique. Si on se met à avoir d'autres questionnements, on parlera moins de bien-être. Mais justement, là où c'est pas culturel, c'est d'essayer d'évaluer avec des méthodes de science et d'apprendre à lire ce que disent les chevaux. Les chevaux parlent beaucoup, notamment avec leurs expressions faciales. Tout comme nous, ils ont une musculature de la face très complexe et ils expriment leurs états émotionnels via ces expressions. Donc un des moyens, parmi d'autres, c'est de chercher à lire ces expressions pour voir ce que vraiment eux ressentent et pas juste écouter les projections des gens, des cavaliers, parce qu'effectivement, en fait, je connais très peu de cavaliers qui maltraitent volontairement leur cheval, c'est extrêmement rare. Par contre, mal interpréter les signaux et essayer d'un peu projeter ses désirs sur le cheval, ça c'est fréquent. Donc c'est là où nous on intervient et on essaye de donner des grilles objectives pour évaluer ce bien-être. Et Arnaud Boiteau, alors vous qui participez, qui faites du concours complet, donc le concours complet c'est une discipline historique d'origine militaire, donc plutôt exigeante. Comment vous alors est-ce que vous avez évolué dans votre pratique indépendamment de votre expérience, et est-ce que vous lisez des signes de bien-être ou mal-être chez vos chevaux? Comment vous faites dans une discipline aussi exigeante que le complet pour mesurer ce bien-être? Qu'on soit réadapté un petit peu dans la manière dont on organisait l'entraînement, oui, parce qu'on s'adapte à de nouvelles règles qui évoluent en permanence. Et alors, déjà, première chose, c'est que quand on choisit de faire de l'équitation, c'est qu'on aime les chevaux a priori, sinon on fait autre chose. Quand on choisit de faire du concours complet, on en mesure toute la complexité sur le plan de la performance
à produire à deux. Et donc, si on n'intègre pas cette notion de bien-être au quotidien, on a déjà un facteur de la performance qui est très entamé. Et puis au-delà de ça, sur le plan de l'éthique, on n'est pas très bien avec sa conscience. Donc ça veut dire que c'est vraiment ce qui nous guide toujours plus, comme vous le disiez, parce que, et Laurent le disait, évidemment, on est assez inquiet, pour ne pas dire plus, de la manière dont les choses vont évoluer dans le temps. Le concours complet est exigeant, mais à mon avis, de manière très acceptable, parce qu'on choisit les chevaux pour ça et surtout on les entraîne pour ça. Donc je pense que le bien-être du cheval de concours complet réside pour beaucoup dans la manière dont on va savoir, le choisir et surtout l'entraîner pour ça, et que dès lors qu'on en fait un athlète prêt, c'est très acceptable. Très acceptable. Mais... Et après, la manière dont on l'évalue, c'est les micro-informations, voire des informations plus nettes sur la manière dont, pendant la performance et pendant l'entraînement aussi, le cheval semble vivre assez bien la chose. Ça passe par des détails que sont la respiration, la sudation, etc. La manière dont il dégage un peu de sérénité aussi à la tâche. Et voilà. Et on a cette quête-là en permanence, alliée avec une exigence de performance, certes, mais qui est bien normale quand on choisit de faire du sport et qui plus est du sport de haut niveau. Mais voilà, donc je pense que le travail n'est pas fini, puisqu'on a bien compris que si on ne disparaissait pas, il allait toujours falloir se réadapter davantage. Mais on est confiant, au moins sur notre capacité à le faire. Mais bien-être et performance, c'est pas un peu contradictoire? Parce qu'on voit les sportifs qui ne sont pas à cheval, ils ont besoin de préparateurs mentaux, ils ont besoin de... L'apprentissage, c'est quelque chose de douloureux quand même vers la performance. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre, peut-être que Léa aussi pourrait répondre après, entre performance et bien-être? Non, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction dès lors qu'on met tout en œuvre pour que l'athlète cheval fournisse la performance armée de tout ce dont il a besoin. Je ne pense pas. La question plus large, c'est de se dire ce qu'on fait avec les chevaux. C'est-à-dire que si en 2024, on n'utilise pas les sports équestres pour légitimer le fait de faire naître des chevaux, il reste l'hypophagie. Bon, inutile de vous dire que ça n'a rien de très reluisant. Et donc, pourquoi pas les sports équestres? Donc, quand on accepte ça, on rentre dans un processus sportif, de performance sportive, et dans lequel, en fait, notre travail, c'est de faire que les athlètes humains équins soient prêts au même moment pour la même performance et de manière la plus correcte possible. Je ne pense pas que si on intègre la maltraitance, même par négligence, dans le processus d'entraînement, on soit rapidement sanctionné pour ça. Donc, pour moi, la performance ne peut même avoir lieu que si le cheval est dans un certain bien-être. Léa? Oui, Pauline, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la lecture des signaux. Et je rejoindrai François. Quand on fait du sport de haut niveau, avec les chevaux, on est nous-mêmes sportifs. Moi, je fais 3 entraînements par semaine. Donc, on sait ce que c'est que de faire du sport. On sait ce que c'est que de transpirer, d'aller chercher un peu dans nos ressources. C'est pas pour ça que ça fait mal. Et justement, on connaît ces signaux, on connaît ses limites. Et du coup, on écoute les chevaux. Quand on sait ce que c'est que de faire la chaise 1 minute contre un mur, on va pas faire 3 pirouettes à la suite avec nos chevaux. Donc je pense que voilà, d'être nous-mêmes sportifs, on est encore plus à l'écoute du physique et du mental de nos chevaux. Je me permets juste d'ajouter un petit mot au sujet d'Arnaud, en l'occurrence, parce que je connais depuis longtemps maintenant, et autour du bien-être. Parce que oui, on parle du bien-être en compétition, des signes, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, la compétition, c'est un tout petit moment dans la vie d'un cheval, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre les compétitions? Et c'est là-dessus que je voulais rebondir. Tu m'arrêtes, Arnaud, si je dis des bêtises. Arnaud montait il y a encore pas longtemps un cheval qui était assez compliqué.
Coriano, pour ne pas le citer, et qui a vécu pendant une bonne partie de sa vie donc, à l'IFCE avec... il s'est adapté à la structure, c'est-à-dire qu'en fait, il était en boxe, il sortait du boxe pour aller travailler, etc. Et le cheval était compliqué, et a priori, il n'avait pas l'air d'être très très bien dans sa peau. Et Arnaud, à la fin de la carrière de ce cheval-là, a eu l'opportunité, a eu l'idée déjà, et l'opportunité de faire vivre le cheval en dehors de l'IFCE, au pré. C'est-à-dire que le cheval s'est mis à vivre au pré, c'est-à-dire vivre une vie finalement, somme toute, d'herbivore, une vie normale pour un cheval. Et les performances se sont améliorées à ce moment-là. Le cheval était mieux dans sa peau, le cheval était plus facile à monter. Donc simplement, cette histoire de bien-être, c'est complètement corrélé à la performance, mais c'est encore une fois, c'est du bien-être au quotidien, pas uniquement sur les terrains de concours. Je vais en remettre une petite couche quand même, parce que c'est une anecdote que j'avais l'intention de vous raconter, mais voilà, c'est fait. Non, je rigole, bien sûr. Non, juste pour confirmer évidemment tout ce que vient de dire Laurent, et parce que quand j'ai fait ça, c'est-à-dire grâce à la direction générale de l'IFCE qui m'a permis de le faire, de prendre ce cheval qui est passé d'un stade de boxe H24 presque, moins l'entraînement bien sûr, à une vie en extérieur H24, beaucoup m'ont dit, est-ce que c'est conciliable avec la performance à haut niveau ? Et là, on parle de CCI de niveau 5 étoiles, puisque c'est le niveau auquel participait le cheval, niveau championnat d'Europe également. Et la réponse est oui, je ne pense pas que ce cheval ait eu un profil extrêmement singulier qui aurait fait qu'il était le seul à pouvoir encaisser ça. On a réussi, en faisant vivre un cheval H24 dehors, à performer ou à reperformer au plus haut niveau. Et donc, je crois qu'on avait un exemple absolument parfait de la manière dont non seulement ça marche, mais en plus, c'est un facteur d'amélioration de performance. Oui, bien sûr. Je bois du petit lait. Puisqu'effectivement, je parlais de cette étude que l'on mène actuellement depuis 1 an et demi sur l'évaluation du bien-être des chevaux qui sont pressentis pour participer aux Jeux Olympiques. Donc, brièvement, on a évalué le mental de ces chevaux. Est-ce qu'ils ont une très bonne santé mentale ou pas ? Et on a regardé. Donc, oui, il y a des chevaux qui ont une très bonne santé mentale parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs, qui vont très très bien. Et on a regardé qu'est-ce qui favorise cette santé mentale. Et effectivement, c'est leur mode de vie. Ok, ils sautent. Alors, ils sautent pas tous les combien. On ne fait pas sauter des chevaux tous les jours, quoi. Par contre, les 23 heures autres restantes sont fondamentales pour qu'ils aillent bien. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas des athlètes avant tout, ce sont des chevaux. Et c'est quoi les besoins des chevaux ? C'est les 3 F. Je regarde Charles parce qu'en Suisse, on parle des 3 F depuis très longtemps. Les 3 F, c'est les 3 grands fondamentaux du cheval. C'est le fourrage, forage, le fait qu'il puisse brouter. Donc maintenant, Sertorius, il va au paddock avec de l'herbe. Et le fait d'avoir des congénères. Et le fait de pouvoir être libre de ses mouvements. Et on voit que plus on respecte ça, et mieux les chevaux de très haut niveau vont. Donc ça fait vraiment écho à ça. C'est vraiment fondamental de réfléchir au mode de vie des chevaux en dehors du fait qu'ils sautent, qu'ils fassent du dressage. Alors, oui, performance et bien-être, c'est possible. Très bien. Alors, avant de donner la parole à Charles Troyer, puisque vous parlez du bien-être au quotidien, je voudrais demander à Natacha Reynal. Donc, vous vous occupez d'une formation groom internationale. Je crois que cette formation est unique au monde. Alors, je ne vais pas vous demander si le groom est important pour le cheval, mais pourquoi une formation en France sur le groom ? Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette formation ? Qu'est-ce que vous faites dans cette formation ? Alors, c'est une formation qui se passe en Normandie, déjà, je précise bien. Puisqu'on est vraiment dans le milieu de l'élevage déjà, donc on a énormément de chevaux et beaucoup d'éleveurs et beaucoup de cavaliers. C'est une formation qui existe depuis 7 ans maintenant, donc elle est encore toute jeune. Le métier de groom, en fin de compte, on en a entendu parler un peu plus avant, même là, c'est une relation à 3 entre le cavalier, le cheval et le groom. Donc, sur une vie dite de groom, c'est sur une 15aine d'années à peu près, en majorité. Hein, il y en a qui font plus longtemps, mais en tout cas, c'est beaucoup de femmes. Et surtout que, comme ils sont avec leur cavalier constamment, c'est vraiment un couple quand même.
Donc, en effet, Laurent disait qu'il fallait avoir une confiance extrême, et je le comprends tout à fait. C'est pour ça que nous faisons une formation pour apprendre à, en effet, le bien-être de l'animal. Par exemple, nous, dans notre structure sur le haras du Pin, parce que je suis située au haras du Pin tout en travaillant à l'IFCE, nous avons des chevaux de formation, et nos chevaux de formation vivent en troupeau. Voilà, donc on leur apprend voilà, déjà le bien-être par rapport à des chevaux qui peuvent aussi aller en compétition, mais qui peuvent aussi aller dehors. Voilà, c'est important. On leur apprend toute la partie dans l'alimentation des chevaux. On leur apprend bien sûr le nattage, différents natages. Voilà, ça c'est la petite cerise. Hein, mais, et puis ensuite, dans notre formation, elles montent à cheval. Voilà. Alors l'idée, elles sont pas forcément, elles viennent, elles ont un niveau déjà galop 4, mais l'idée c'est qu'elles comprennent ce que c'est d'être cavalier. Donc elles ont un examen en fin d'année de dressage plutôt, parce que c'est plutôt ma partie, pour qu'elles comprennent la sensation d'un cavalier en concours. Alors à leur niveau bien sûr, hein, mais voilà, préparer un cheval, présenter une reprise, l'apprendre, nous dire un peu comment était le cheval, voilà. La sensation du cavalier, comprendre le stress du cavalier, parce que forcément le stress du cavalier, ben, le cheval le ressent. Ça de toute façon, nous on le ressent déjà dans nos formations, quand on fait monter nos élèves, le cheval peut être totalement différent avec l'un et avec l'autre, hein, c'est déjà ça. Donc, et on leur fait faire voilà, l'approche en longue graine, parce qu'on est très spécialisé sur les longues graines, les longs, et puis nous faisons de l'attelage. Et pour nous, c'est important aussi qu'elles fassent tout un tas de disciplines pour avoir le ressenti. Voilà. Et alors vous dites beaucoup de femmes, mais est-ce que c'est sociétal, historique, ou les femmes sont plus douées que les hommes, ou alors est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent, même si c'est au compte-gouttes? Alors, dans mes connaissances personnelles, je connais des hommes, oui, mais il y en a peu. Après, c'est un côté maternel. En fait, compte la femme, là, ou la jeune femme, bon là, moi j'ai des élèves relativement jeunes, hein, elles ont en majorité 18 ans, 25 ans, enfin, ça reste voilà, assez jeune. C'est une recherche affectif avec l'animal, avant même d'être affectif avec son cavalier. Donc c'est pour ça que moi, dans ma formation, je leur apprends aussi la relation qu'elles peuvent avoir avec leur cavalier, parce que c'est quand même très compliqué. Hein, vous pensez bien, quand on va en concours, enfin moi-même je le fais, quand je vais en concours et je sors de mes épreuves, je ne suis pas toujours très agréable, parce qu'il y a la performance, parce qu'en effet il y a peut-être quelque chose qui a fait que votre cheval n'est pas pareil, parce que peut-être que vous n'êtes plus dans... Voilà, il y a tout un tas de choses. Hein. Il y a les notes qui arrivent, maintenant on les voit très rapidement, alors qu'avant on avait un peu de temps avant de aller voir les notes de dressage, mais on les voit tout de suite. Donc le comportement du cavalier est forcément un impact très important sur le groom. Donc, il faut pouvoir accepter ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le métier de groom, c'est vraiment apprendre à travailler à trois. Enfin, c'est individuel, si vous voulez, dans le fonctionnement avec le cheval, mais par contre, c'est un travail d'équipe. Alors, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit quelque chose qui est très intéressant, enfin plein de choses très intéressantes, mais notamment que le bien-être animal ne pouvait pas, selon vous, être décorrélé du bien-être de l'humain au travail. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez développer, puis après je demanderai aux compétiteurs Arnaud, Pauline et Laurent éventuellement de parler de ce bien-être au travail. Alors, c'est une autre partie que j'essaie de défendre, c'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai beaucoup de demandes toutes les semaines de professionnels qui me demandent des grooms. Alors, il y a d'autres formations que l'IFCE, il y a aussi les MFR, avec qui je me suis associée pour essayer de former un maximum de personnes par rapport à ces demandes. On a plus de demandes que de candidats, déjà. Donc ça, c'est une chose. Et le pourquoi? Alors, je me suis posé la question. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que c'est un métier dur. On est dans une société maintenant où on ne travaille plus pareil. Dans notre génération, on travaillait dur, on travaillait avec pas d'heures. Voilà, on donnait notre vie, c'était notre passion. Maintenant, notre nouvelle génération n'est plus du tout comme ça. Alors, il y a le monde équin, mais vous avez la même chose dans la restauration. Hein, c'est la même thématique.
parce qu'elles font beaucoup d'heures, alors je dis elles, excusez-moi parce que j'ai beaucoup de filles, mais voilà, elles passent des permis, elles partent à l'étranger, c'est beaucoup de tension. Vous imaginez bien que les chevaux qui sont dans les camions, c'est pas des chevaux à 5 000 €, c'est plutôt des chevaux à 200 000, où on en parle, hein, donc c'est une très grosse responsabilité, jeune. Donc c'est des métiers où on ne compte pas ses heures. Et malheureusement, dans cette profession équine, hein, même en tant que cavalier, hein, les heures, on ne doit pas les compter, et les jeunes, ça les repousse. Voilà, ça les repousse. Donc c'est à nous, je pense, maintenant, de réfléchir autrement sur notre façon, notre société, et comment on peut amener nos jeunes à venir sur ces métiers-là. Voilà, donc moi, je me bats forcément par rapport à des salaires, par rapport à des heures, par rapport à des concours où elle récupère, par rapport à un bien-être, par rapport à elle, qu'elle sache aussi que il faut prendre soin de soi, il faut physiquement, nous elles font du sport, hein, physiquement je les encourage à aller à la piscine, enfin nous elles font du sport, on a un prof de sport, mais c'est important, on ne peut pas faire ce métier sans être physiquement et intellectuellement et physiquement prêt. Pour moi, en tout cas. D'accord. Est-ce que les compétiteurs veulent rajouter quelque chose ? Moi, je ne ferai pas de corrélation entre la qualité du travail et la charge de travail, puisque, alors, comme c'était dit très justement, c'est un métier où les charges de travail sont très souvent très importantes. Donc, je pense qu'on peut encaisser beaucoup de travail et avec des conditions qui soient difficiles, mais produire un travail avec le cheval qui soit de qualité. Ce que je ferais plus une corrélation entre la manière dont psychologiquement on se trouve dans l'action, dans la phase d'entraînement, et la manière dont la répercussion sur le cheval et son fonctionnement, son bien-être et tout ce qui va avec. Donc je pense qu'il y a, et je me le dis très souvent, et j'essaye de le dire à mes élèves, il faut, quand on se met sur un cheval et qu'on prépare une séance d'entraînement, essayer, c'est pas toujours facile, de se mettre dans des conditions psychologiques optimales, et notamment presque faire preuve d'optimisme, voire de positivisme. C'est pas toujours simple, mais c'est très souvent la meilleure façon qu'au-delà de la technique, la séance soit réussie. Et à l'inverse, sous-entend que ça marche dans l'autre sens. Voilà. Mais le métier est difficile. J'ai pour ma part passé 2 années, il y a quelque temps, dans l'écurie anglaise d'Andrew Nicholson, qui était réputé à l'époque comme étant vraiment un forçat de l'équitation et du concours complet. On avait des charges de travail quotidiennes qui étaient phénoménales, dont on n'était même pas conscient d'être capable de réaliser avant même d'y aller. Et je pense qu'on produisait un travail de qualité. Mais on était heureux d'être là-bas. D'accord, merci. Je voudrais rajouter, pour moi, c'est aussi la qualité, on en a déjà parlé tout à l'heure, de l'équipe, vraiment. Entre les soigneurs, nous, on a des cavaliers d'entraînement aussi. Le cavalier, c'est parce que j'ai entière confiance dans ma soigneuse, dans mon groom qui m'accompagne en concours, dans Léa, ma cavalière d'entraînement, que moi, je peux me concentrer vraiment sur ce que j'ai à faire. Et du coup, comme tout le monde comme on a confiance les uns dans les autres, on va bien, et comme on va bien, nos chevaux vont bien, et comme nos chevaux vont bien, on va bien, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment cette qualité de relation d'équipe, pour moi aussi, qui prime, en plus de ce que disait évidemment Arnaud. Merci. Je ferai peut-être 2 remarques par rapport à ça. D'abord, par rapport au bien-être du cheval dans le travail au quotidien. Au-delà des images d'Épinal et du côté romantique de tout ça, il ne faut pas oublier que pour progresser en sport, à un moment donné, il faut se mettre à l'effort, qu'on soit un cheval ou un athlète humain ou quoi que ce soit. Mais ce que je crois qui est vraiment important, c'est d'arriver, et c'est tout le talent et la difficulté du cavalier, c'est de mettre les chevaux à l'effort dans le confort. C'est vraiment quelque chose que je dis régulièrement, c'est-à-dire qu'on peut mettre les chevaux à l'effort, il faut mettre les chevaux à l'effort parce que c'est ça qui leur permet de progresser, mais il faut les garder dans un confort physique et mental. Alors ça, comment faire ? Alors il y a à la fois
les indicateurs dont a parlé Léa tout à l'heure, hein, les mimiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la sensation en particulier de la locomotion. Hein, sentir dans quelle attitude est-ce que le cheval va être confortable et dans quelle attitude il ne va pas l'être, tout en le mettant à l'effort. C'est la qualité du contact, etc. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a tout un tas d'indicateurs comme ça qui permettent de juger du confort du cheval en même temps qu'on le met à l'effort. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi pour garder le cheval dans un certain bien-être. Et mon deuxième commentaire, c'était par rapport à ce que disait Arnaud, quand on se met sur son cheval, même si je pense que c'est important à un moment donné, on parle souvent, c'est un terme à la mode, mais que je trouve tout à fait juste, il faut être connecté avec son cheval. Il faut que le cheval soit connecté avec son cavalier. Bon, oui, bien sûr, 100 fois oui. Mais la première des choses, c'est qu'au moment où on se met à cheval, il faut arriver déjà soi-même, dans sa tête, à être prêt à être connecté. Et là, vous allez voir où je veux en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, un cavalier qui est en train de téléphoner, pour parler de ce qui se passe quand même régulièrement, qui est en train de téléphoner en même temps qu'il travaille avec son cheval, je ne vois pas comment il peut être correctement connecté à son cheval. Et alors ça, c'est aussi quelque chose contre lequel je me bats. Enfin, je me bats. En tout cas, j'essaye de faire évoluer les cavaliers. Quand on se met à cheval, on déconnecte son téléphone, on le met dans la poche, on le laisse à l'écurie, et là, on est à 100% pendant la demi-heure, les 3/4 d'heure ou l'heure d'entraînement, on est à 100% avec son cheval, parce que sinon, je ne vois pas comment c'est vraiment possible. Alors, Et c'est être capable aussi, quand on se met à cheval, s'il y a quelque chose qui nous a dérangé avant, de faire reset, et on se concentre sur son cheval. Il n'est pas responsable de notre mauvaise humeur ou de ce qui s'est passé avant. Et c'est pas toujours facile, mais c'est important de le faire. Merci. Alors, Charles Trollier, je crois que ça fait longtemps qu'en Suisse, on s'occupe de ces notions de bien-être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe chez vous ? Bon, ça fait longtemps, oui, bien sûr. On a peut-être une législation sur la protection des animaux qui s'est mise en place il y a maintenant une vingtaine d'années à peu près, qui a mis certaines conditions de base. Léa a cité les fameux 3 F, par exemple. Ça a été raillé même au début quand on a dit « mais il faut que les chevaux aient un contact social, donc vous n'avez pas le droit légalement de garder un seul cheval, il en faut au moins 2, etc., etc. » Pour vous dire juste actuellement, mais on en parlait aussi tout à l'heure, la question se pose dans quelle mesure est-ce qu'un âne et un cheval forment un binôme acceptable, ou est-ce qu'il faudrait au moins 2 chevaux ou 2 ânes? Et puis pour compliquer la question, j'ai dit, et qu'est-ce qu'on fait des mulets? Mais cela dit, effectivement, c'est une discussion qui est très importante. J'en ai discuté justement avec le directeur de ce qui s'appelait à l'époque l'Office vétérinaire fédéral, qui est donc le département au niveau politique qui s'occupe de toute cette législation, et je lui ai dit, mais est-ce que c'est réaliste de demander ça, même avec des délais transitoires? Et il m'a dit, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer, et il y a des choses qui vont mettre du temps à évoluer. Et une phrase qui m'a beaucoup marqué, il m'a dit, il faut qu'on fasse attention parce que c'est très dangereux justement ce que je vais dire maintenant. Les vieux, on ne les changera peut-être pas, mais il faut empêcher qu'ils donnent leurs mauvaises habitudes aux jeunes. Et peut-être que c'est une réflexion qu'on peut effectivement mener aussi, mais en même temps, les vieux, et ça je rebondis alors volontiers sur ce qui a été dit par plusieurs des préopinants, c'est de savoir aussi, on dit lire son cheval ou ressentir son cheval. Je vais me fâcher avec Léa parce qu'elle voudra mesurer. Moi, je vais dire, je ressentirai du bien-être. Je n'ai pas encore connu le gramme, le degré, ou etc. de bien-être, mais c'est quand même quelque chose qui doit se concrétiser. Et c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. Alors là, je quitte le haut niveau pour venir beaucoup plus dans les formations de base. Je pense que c'est essentiel que dans la formation de base ou dans les niveaux petits ou moyens, on insiste beaucoup pour que justement les jeunes cavaliers ou les cavaliers débutants sachent ressentir leurs chevaux, et ça ne pourra être que profitable également pour celles et ceux qui arriveront après ça dans le haut niveau. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut prendre du temps, ça veut dire, comme disait Laurent, qu'il faut poser son portable. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement se mettre sur son cheval, et là on revient sur les grooms, mais qu'il faut aussi le regarder à pied,
qu'il faut le regarder dans son pré, dans son box, etc., qu'il faut observer des comportements. J'ai eu l'occasion, il y a bien des années, de donner aussi quelques cours dans les formations pour les futurs professionnels du cheval en Suisse. Et je leur disais, avec mon côté vétérinaire, vous êtes essentiel. Parce que moi, je vais venir dans votre écurie peut-être pour 20 minutes, une demi-heure, 1 heure dans le meilleur des cas. Vous voyez vos chevaux toute la journée. Donc, vous allez repérer des choses que je ne serais peut-être même pas capable de voir, tout vétérinaire que je sois, parce que vous aurez vu ces différences. Et je crois que ça, c'est ce qui est très, très important, c'est l'observation et surtout, et c'est là pour moi, pour revenir sur la question de départ, la Suisse ou pas, c'est la formation. On a mis en place des exigences qui sont maintenant un petit peu plus importantes, déjà depuis bien longtemps, sur la détention des chevaux, qui ne me satisfont pas encore complètement. Parce que, par exemple, il existe la nécessité d'une formation minimum pour détenir 5 chevaux ou plus. En dessous, il n'y a pas de cette formation. Et puis, il y a une formation plus importante si on dépasse un nombre de 11, peu importe. Mais au moins, on a dit il faut former les gens, pouvoir observer un peu les chevaux, connaître les chevaux. Et est-ce qu'il faut, alors c'est assez ambigu, est-ce qu'il faut un permis de détention ou un permis de conduire pour cheval ? D'un côté, ça serait probablement nécessaire, puis de l'autre côté, ça me déplaît un petit peu parce que je crains qu'on parte sur une version très bureaucratique qui serait un peu loin de ce que j'estime être le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est le sentiment équestre. Merci. Alors, on a vu, Laurent Bousquet disait tout à l'heure que souvent c'est une photo volée ou c'est une vidéo qui entraîne les problèmes alors que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et puisque la majorité quand même des cavaliers, comme vous le disiez, aiment leurs chevaux et aiment monter à cheval et n'ont pas conscience forcément de faire mal. Et alors, je vois Pedro Rodriguez, vous, à l'école portugaise, vous faites vos démonstrations le matin en public. Comment vous faites pour être sûr que personne ne reparte avec une vidéo ou une photo compromettante ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que normalement c'est interdit, mais on ne contrôle pas complètement. Je peux dire que notre école, et comparé avec les autres écoles, même British, on n'a pas beaucoup de personnes qui attaquent notre école, la manière de monter là. Mais j'avais même parlé pendant le déjeuner avec des personnes ici. On a beaucoup d'attention, moi-même et l'école, par exemple, on se réunit tous les lundis après-midi avec tous les cavaliers à parler des choses comme ça, du bien-être animal, parce qu'on ne peut pas passer par une mauvaise image. Une mauvaise image, dans nos instants, peut être 1 minute, peut casser toute l'image de l'école portugaise. Et comme vous savez, même ici à Saumur, vous avez les sauteurs. Les sauteurs, c'est exigeant, c'est un saut. Et les cavaliers là ont besoin de contrôler très bien, de manière à qu'il n'y a pas d'excès du travail. Et comme nous sommes liés, l'école portugaise, à l'université vétérinaire de Lisbonne, on a un groupe de vétérinaires qui même vont à l'école, conseillent les cavaliers pour le travail qui ne soit pas jamais excessif au point de vue du public, qu'à ce moment c'est très compliqué, le bien-être animal. Et je peux dire ça, je voulais remercier Céline Chevalier de l'invitation qu'il a fait à l'école, à l'université d'Alger et le pôle universitaire de Saumur. Pour nous, c'est très bon que nous sommes sur ces colloques. Portugal, j'allais parler ici du patrimoine culturel de Portugal, que c'est un pays du sud, avec une race propre du cheval lusitanien, Studbrook fermé, et aussi d'une manière de monter qui est un peu différente du Pyrénées en haut, parce qu'on a eu l'influence des musulmans pendant 5 siècles au Portugal, 7 siècles en Espagne, et qu'on nous a amené une manière de monter à cheval différente de ce qui se passait au nord des Pyrénées. Mais je ne sais pas si c'est intéressant pour vous ou non, mais... La chef a dit oui, donc oui, vous pouvez y aller. Hein. Non, ça, je peux parler seulement que la race lusitanienne, c'est notre race. Avant quelques siècles passés, le cheval d'Espagne et Portugal, c'était le même, parce que c'est la péninsule. Nos grands ennemis
de Portugal a été Espagne, toujours. On avait seulement un pays qui était ennemi, c'était Espagne. Après, on avait la mer à gauche, qui n'était pas un problème. Mais l'équitation au Portugal s'est développée d'une manière différente d'ici, du centre d'Europe et du nord d'Europe. On a eu l'influence de l'équitation musulmane qu'on appelle à la genette. Quoi? Je n'ai pas. Non, je ne sais pas si le PowerPoint à ce moment c'était bon pour le public voir les images, mais je ne sais pas si pour la table ronde peut-être. Oui, bien sûr. Hein. Ouais, je peux. C'est plus pour illustrer, c'est plus facile, mais pour les personnes qui sont assises. Comment on peut mettre? Ça, je ne sais pas comment on fait par contre. Là. Je vais mettre. Mais je ne sais pas si je prends un petit peu plus de temps, mais vous me dites. Hein. Oups. Ok, je parlais du Genet d'Espagne, comme on l'a appelé au XVIIIe siècle. C'était le cheval de Portugal et d'Espagne. On a divisé le studbook au XXe siècle pour raison de sélection. Le cheval lusitanien à ce moment est différent du cheval pour la race espagnole. Au Portugal, on dit que le cheval a fait l'équitation a fait le cheval, parce qu'elle a été toujours liée une à l'autre. Il y a différents lignages dans la race lusitaine, mais je mets là seulement pour que le cheval qu'on a amené aux Jeux Olympiques en 2012, ça vient de l'élevage plus ancien au Portugal, c'est 1748 de notre roi Jean V, qui a été fondé seulement pour fournir les écuries royales. Et c'est un lignage dans les lignages lusitaniens. On parle de l'équitation du nord d'Espagne, parce que comme la péninsule a été occupée par les musulmans, 5 siècles au Portugal c'est beaucoup, 7 siècles en Espagne c'est beaucoup, et ils ont amené une façon de monter qu'on appelle à la genette, certains sultanats d'Andalousie qu'on a amené au Portugal ici, parce que c'était une équitation de mobilité, avec un cheval très mobile, ils n'avaient pas d'armure comme les guerriers de la Moyen-Âge, comme on a été au musée de Saumur-hier, on a vu les armures, étaient des chevaux lourds, c'était une lutte par impact, et les musulmans ont amené l'inverse, une équitation de mobilité. Et comme ça, peut-être les personnes, il y a beaucoup de personnes peut-être ça, mais le premier manuscrit, on peut dire traité d'équitation après Xénophonte, c'est de notre roi Jean V, Don Duarte I, qui n'est pas au Portugal. Ce manuscrit, c'est à la Bibliothèque de Paris, parce qu'une question de mariage. Il est parti en Italie, il est venu vers France, il se trouve. Et là, notre roi, il écrit ce traité d'équitation de la manière de monter, l'art de monter en tous les selles. Il parle de 5 selles qu'on mettait dans les chevaux pour monter. Une, c'était la selle pour les tournois, qu'il appelait de Bravante, avec les arçons devant et derrière. Le cavalier montait des chevaux lourds avec les jambes complètement allongées, parce qu'il ne pouvait pas doubler. Il y avait l'équitation de genette qu'on voit, si on va au Maroc encore, et très très court avec un cheval très mobile. Et ça a influencé l'équitation au Portugal et en Espagne. Dans les guerres, par exemple, au XVIe siècle, toutes les troupes portugaises ou espagnoles, dans les combats, utilisaient les deux manières de monter. Il y avait cavaliers qui montaient avec des armures, jambes allongées, des chevaux lourds, des autres, des chevaux très légers, les étriers très courts, pour tourner autour des cavaliers qui avaient l'armure pour les tuer, pour les mettre au sol. On voit par exemple ici des images, n'est pas, c'est en Espagne, j'ai oublié le palais très connu près de Madrid, c'est une peinture murale que les troupes espagnoles amenaient les deux manières de monter. Et par exemple, à la conquête d'Azamour au nord d'Afrique, à Maroc, les Portugais utilisaient la même chose. Et ça va influencer toute la manière de monter au Portugal. Et aussi, qu'est-ce qui a fait ça?
Ça a donné la monte pour la tauromachie, qui est la tauromachie on n'aime pas, que je comprends parfaitement, mais c'est la tauromachie qui a amené le cheval lusitanien jusqu'à nos jours. S'il n'avait pas la tauromachie, parce qu'avant c'était le cheval pour la chasse ou pour le combat, mais la tauromachie, c'est une équitation différente. C'est une équitation de combat, mais avec un niveau artistique qu'on voit à ce moment, par exemple, sur les places taureaux. Fin du XVIIe siècle, entre le XVIe et le XVIIe, tous les livres en Espagne et au Portugal, c'est tout sur l'équitation à la genette. Est très, très raccourci. Mais, par exemple, à la fin du XVIIe siècle, un écuyer portugais a écrit un traité d'équitation, Antonio Galvão d'Andrade, qui dit que le mieux, c'est mélanger les deux équitations. À la genette avec la bride, pas la bride médiévale, mais la bride des académies qui se passaient à la Renaissance en Italie et en France après. Et vient notre roi Jean V. Portugal n'est pas riche à ce moment. À cette époque, était très riche. On avait toutes les colonies, tout l'empire portugais qui allait du Brésil jusqu'à Macao, à Chine. Mais Brésil, c'était la colonie qui nous donnait plus de l'argent, donnait tout l'or. Et l'image de notre roi Jean V, c'était Louis XIV. Et il était marié avec une princesse autrichienne, Donna Mariana d'Austrie, qui était habituée à voir les chevaux, les paysans à travailler à Hofburg, à Vienne. Et le roi, pour donner, comme tous les Portugais, pour donner des plaisirs à ses femmes, a voulu faire une grande académie. Il avait une académie à Lisbonne, mais il a fait une grande académie à Lisbonne. Et pour faire l'académie, il a fondé l'élevage d'Alter en 1748 pour fournir seulement les écuries royales et la famille royale et l'académie. Et seulement pour donner, je vais passer vite, à la fin du XVIIIe siècle, les écuries royales avaient presque 1000 chevaux, 200 pour l'académie et pour le manège royal à Belin, avec 60 écuyers en toute cette documentation. Qu'est-ce qui se passe début du 19e siècle? À cette époque, le manège de Belin travaillait au maximum. On a notre Bible équestre, ce livre, c'est un livre comme ça, avec 90 gravures, qui montre toute la vie du cheval d'Alter qui venait à pied de l'élevage jusqu'à les écuries à Lisbonne, presque 200 km, et tout le stage de dressage, de débourrage, jusqu'au niveau en équitation caruque, et le maximum, c'était les airs relevés, les jeux de la cour. Ça, c'est une image qu'on a vue hier au musée, au château de Saumur. C'est le jeu de la cour au XVIIIe siècle, au manège royal. Dans ce beau manège qui est à Lisbonne, il y a 2 manèges au monde, il y a 2 Vienne et celui-là. Dommage que les politiques au Portugal jamais ont accepté que les chevaux retournaient sur ce manège. Ça, c'est une photomontage. Les Français, on n'a pas fait très bien les Portugais. Napoléon a invadé Portugal en 1807. Qu'est-ce que ça a passé? Pour l'Académie royale, c'était un problème parce que le roi, quand il a su que Napoléon venait avec ses troupes et les Portugais ne pouvaient pas combattre les Français, il a fait très bien. Il a dit, mais Portugal, l'Empire est si grand qu'on va déménager la capitale où est-ce qu'on va au monde. Il a déménagé la capitale à Rio de Janeiro, au Brésil. Comme ça, il a amené les mieux étalons d'Alter dans les bateaux. Après, Junot, le grand général français, est rentré à Lisbonne, a volé les écuries royales, 600 étalons. Et dans le 19e siècle, à cause des invasions françaises, une guerre civile, qu'est-ce que ça faisait? Le niveau de l'Académie royale a descendu et presque le manège royal ne travaillait seulement pour la formation des princes de Portugal. Qu'est-ce qui s'est maintenu au niveau culturel? C'est pour ça que je veux parler. C'est la tauromachie. On n'aime pas, mais la tauromachie a amené le même cheval du siècle passé par la sélection, parce que c'est le combat avec le taureau, les costumes et nos selles. Comme ça, l'école portugaise à ce moment travaille dans une chose très pareille à qui travaille au manège royal au XVIIIe siècle. C'est le même cheval, les mêmes harnachements, les mêmes costumes. Ça, pour l'histoire d'équitation, on parle de François Vauchier. Pourquoi? Parce que, comme toutes les races,
la race lusitanienne a eu l'influence du pur sang, que ça a diffusé en Europe. Et le pur sang, qu'est-ce qu'a causé sur la race lusitanienne? Et que la flexibilité des chevaux était complètement l'inverse que les cavaliers tauromachiques voulaient. Pourquoi? Devant le taureau, ils avaient des réactions très compliquées. Et qu'est-ce que le boucherisme a fait au Portugal? Le boucherisme a donné une arme à les cavaliers pour résoudre les problèmes des chevaux de sang. Et le boucherisme a installé au Portugal, je pense que c'est un des pays en Europe où s'est installé plus le boucherisme et a conservé plus le boucherisme jusqu'à nos jours, grâce à les cavaliers classiques et les cavaliers tauromachiques. De fin du XVIIIe siècle, fin du XIXe siècle, début du XXe, tous les auteurs d'équitation portugaise, soit militaires ou civils, parlaient du boucherisme. Qu'est-ce qui se passe? Portugal, les cavaliers portugais ont eu la capacité d'assimiler tous ces types d'équitation, mélanger l'équitation de genette, l'équitation de bride, le boucherisme, et a donné qu'on a eu au XXe siècle deux grands maîtres, que c'était Maître Miranda et Maître Dom José de Cunha Menezes, qu'on transmet à nos cavaliers à ce moment toutes les traditions de l'école ancienne du XVIIIe siècle avec l'amélioration des autres équitations qui se passaient en France ou non. Mais il a fait la liaison du XVIIIe siècle au XXe siècle. On parle de Nuno de Oliveira, que c'est le grand cavalier classique du XXe siècle. Et pourquoi on parle? Parce que toute l'école portugaise, tous les premiers cavaliers ont été élèves ou élèves des élèves de Nuno de Oliveira. Les grands maîtres à la fin du XXe siècle ont été tous élèves de Nuno. J'ai mis ici des photos des cavaliers anciens, tous à monter des chevaux du haras d'Alter, lusitanien de l'haras d'Alter. L'école portugaise a été fondée en 1979. Pourquoi? Parce que tout le monde disait, les éleveurs et tous les connaisseurs d'équitation disaient, mais pourquoi on ne fait pas de nouveau renaître l'académie? Pourquoi? Parce qu'on a tout. On a le cheval lusitanien, on a les costumes, on a les selles. Et ce qu'on a fait, on commençait avec 4 cavaliers et à ce moment, nous sommes 15 cavaliers avec 60 chevaux. Je mets ces gravures-là parce qu'elles sont retirées du livre ancien du XVIIIe siècle et on a fait un collage des chevaux actuels pour dire qu'au niveau du patrimoine culturel, n'a presque rien changé. On a besoin d'adapter l'équitation à nos temps, bien-être animal, mais ce cavalier à gauche qui porte le cheval en cabriole, c'est le cavalier qui a été olympique en 2012. C'est pour ça que je mets là, Gonçalo Carvalho. OK. Et finalement, pour que c'est ça, on parle d'olympisme. Et on voit ici 3 chevaux, toute la même race, toute la même lignage, fils de le même père, mais quelques-uns sont doués pour les sauts d'école. Celui-là à droite, il est au piafé avec moi, mais c'était un cheval de levade et un cheval aux Jeux olympiques. Ce garçon, qui a été cavalier de l'école, Gonçalo, son grand-père a été employé de Maître Nuno de Oliveira, c'était le bras droit de Nuno de Oliveira, comme ça il a appris un peu l'équitation classique. Le cheval est un cheval lusitanien. On n'a jamais pensé que les Lusitaniens pouvaient arriver aux Jeux olympiques, mais la vérité est que c'est une race très fonctionnelle. On peut dire que c'est peut-être la race plus fonctionnelle au monde. La race lusitanienne, à ce moment, au niveau du sport, c'est la 6e race au monde. Et c'est le cheval roi sur les places de taureau. Il n'y a pas un cheval comme le lusitanien. Sur l'équitation travail, c'est le cheval roi. Sur l'attelage, 2 fois à 4, ils étaient champions du monde. Sur l'art équestre à l'école portugaise et pas seulement l'école. Et au niveau de dressage, beaucoup d'équipes à ce moment utilisent le cheval lusitanien. C'est le cas du Brésil, l'Espagne, Portugal, et même individuel. Et même, je pense, en France, on a eu des cas des chevaux de Massa qui ont participé. Mais c'est seulement pour dire que la culture équestre peut se maintenir de
comme on dit, avant jusqu'à ce moment, c'est seulement une question d'attention, comment on gère l'équitation. Et à ce moment, je parle comme éleveur de Lusitaniens, et comment aussi on gère une race pour qu'on puisse réussir à arriver à ce qu'on veut. Dans ce cas, c'est le cheval dans le sport. On voit ici le même cavalier à Londres. Il a été 13e au Grand Prix spécial et 16e à la cure, et aussi à faire un solo sur l'école portugaise d'art équestre. Le cheval, à ce moment, au niveau du bien-être, est à la retraite au Luxembourg. C'est la propriétaire. Et avec 26 ans, c'est le cheval qui a fait plus la monte au Portugal. Il a presque 700 fils et beaucoup de fils à faire le Grand Prix de dressage. Au niveau du patrimoine culturel, Portugal a décidé de faire un dossier pour UNESCO. Et on appelle art, comme on dit, traduction en français parce qu'on a mis le nom, art équestre portugaise. On n'a pas, ce n'était pas l'école qui a proposé seulement parce qu'on ne peut pas dire que c'est seulement l'école qui a cet art équestre, que c'est la mélange, la symbiose. On a fait avec l'association des éleveurs de poussins lusitaniens, l'école et la mairie de Golgan, c'est où est-ce qu'il y a l'événement plus traditionnel. C'est une foire tous les novembre. Il y a presque 2000 chevaux et la plupart des cavaliers montrent un peu de l'équitation qu'on pratique au Portugal. Le dossier premièrement a été accepté au ministère de la Culture portugaise. Et on attend la décision au mois de décembre, la première semaine, à la réunion au Panama, qui accepte l'équitation portugaise, on peut dire, sur le patrimoine immatériel. Merci. Alors vous présentez des chevaux en compétition et des chevaux donc, en présentation. Est-ce qu'il y a une différence d'équitation? Je pourrais poser aussi la question à Pauline, puisque vous êtes à la fois compétitrice et à la fois... vous faites les galas, la reprise de manège. Et donc, vous, Pedro et Pauline, est-ce qu'il y a une différence d'équitation entre la compétition et le manège ou la représentation? Non, avec le micro. Dans la base, non. L'équitation est pratiquement la même. Qu'est-ce qu'on a adopté? Par exemple, l'école, parfois, à ce moment, aujourd'hui, en une gala, on se présente sur un manège 18 par 48. Et là, quand on a un rectangle de 60 par 20, on a besoin de gérer l'espace. OK, c'est différent parce que l'école portugaise, c'est art équestre. Ce n'est pas pour un maître ou un autre. On veut montrer le mieux que le cheval donne au niveau de légèreté, mobilité et de concentration de l'exercice. Au niveau des épreuves, OK, même Gonçalo Carvalho, qui était cavalier de l'école, a eu des autres entraîneurs parce qu'ils étaient des experts sur le rectangle. Il a eu des leçons avec, par exemple, un cavalier que vous connaissez, qui a été olympique, qui a passé par l'école, Carlos Pinto. Mais on voit une chose que les premiers cavaliers qui ont participé aux Jeux olympiques, tous les cavaliers ont passé par l'école. Carlos Pinto, Daniel Pinto, Miguel Nuno Ralão, et dans ce cas, Gonçalo Carvalho, étaient tous cavaliers de l'école portugaise. Ce que je pense que c'est bon, par exemple, au niveau de l'école d'art équestre portugaise, c'est que les cavaliers là, ils ont une notion du rassemblé plus haute que les cavaliers normalement qui participent à les épreuves de Grand Prix. Pourquoi? Parce que tous les cavaliers, ils ont mis des choix à sauter à faire des cabrioles, ils ont monté des choix à faire des levades, et ça, c'est un degré de rassemblé que ce n'est pas seulement le piafé, il est plus haut que le piafé. Comme ça, il donne une sensibilité de que le cheval peut donner ou non. Pauline? Pour moi, c'est la même équitation. Je recherche la même chose en gala ou en concours. Donc recherche de fluidité, d'harmonie, de respect du cheval.
Je monte l'équitation académique, par exemple, de la même façon que je monterais un Grand Prix en compétition. Alors l'objectif n'est pas le même, il n'y a pas de notes, mais c'est la même recherche de rassembler, d'équilibre, d'amplitude. Pour moi, c'est pareil. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est la même équitation que j'essaye de pratiquer en compétition et en gala. Et est-ce que vous avez l'impression que la compétition normalise les équitations ou que les équitations, alors peut-être au Portugal non, mais peut-être que est-ce que les cultures équestres aident à la compétition ou est-ce que les cultures équestres disparaissent à cause de la compétition? En ce moment, en dressage, on est plutôt, nous, dans une bonne phase parce qu'on est plutôt dans la recherche justement d'harmonie dans le couple cheval-cavalier. Moins de mouvements spectaculaires, moins d'allures spectaculaires et justement plus cette recherche de fluidité. Donc notre équitation de tradition française, elle est plutôt dans la mouvance en ce moment. D'accord. Et Léa, est-ce qu'il y a une différence entre le bien-être d'un cheval en compétition et le bien-être d'un cheval soit en gala, soit en spectacle par exemple avec Alizé Froment ou d'autres cavalières? D'abord, je dirais qu'un cheval, c'est un cheval avec son propre monde, son propre. Est-ce que lui, il a conscience qu'il y a une grosse différence entre un gala, une compétition, de ses yeux, de son point de vue, je ne sais pas. Et peut-être la pression est un peu moins forte quand ce sont des galas que quand ce sont des compétitions. Vous gérez. C'est ça, je crois qu'en fait, ça dépend sans doute de l'attitude du cavalier, et ça, vous pourrez en parler, puisque les chevaux sont extrêmement réceptifs à toutes les émotions du cavalier. On le sait maintenant, même par les odeurs. On a fait des études où on a prélevé des odeurs de nous quand on a peur, d'humains qui ont peur, et les chevaux font la différence entre ces odeurs et ça influence leur comportement. Ils lisent nos expressions faciales, ils comprennent nos voix. Donc effectivement, entre un gala et une compétition, je ne sais pas, tu pourras dire, mais peut-être si la tension du cavalier n'est pas la même, peut-être qu'il répond à ça plutôt. Peut-être que toi, tu peux... Je pense qu'il y a plus de pression en compétition. C'est sûr que sur un championnat, enfin moi en tout cas, j'ai plus de pression qu'en gala. Quoique, quand on fait Bercy devant 8000 personnes, on a aussi de la pression. C'est pas la note qui va... Voilà, en compétition, évidemment, il y a des juges avec une note au bout. En gala, c'est pas la même chose, mais on veut quand même bien faire. On a de toute manière cette envie de bien faire. Et oui, je pense qu'en effet, le comportement du cavalier influence complètement l'émotivité du cheval. C'est une émotion différente, je pense, en gala ou en compétition, mais il y en a une de toute manière. Et vous pensez que le côté homme-femme, ça change? Parce que par exemple, alors je précise ma question. En entreprise, on parle souvent des hard skills et des soft skills. Les hard skills, c'est plutôt les savoir-faire. Les soft skills, c'est sa façon d'être. Bon, les hommes et les femmes, culturellement, ont des façons d'être un peu différentes. Est-ce que ce sont des choses qui jouent? Et peut-être que Natacha, vous pourriez répondre à ça aussi. Je ne sais pas. On a moins de force que les hommes. On monte de toute manière différemment. Peut-être du fait d'avoir moins de force, on va plus monter avec notre sentiment, notre feeling. Je sais pas. Natacha, vous voulez répondre? Ou pas, d'ailleurs? Alors, moi, avant d'être sur dressage, j'étais plutôt une cavalière de CSO. Je suis arrivée dans le dressage justement pour, en tout cas, rechercher cette légèreté, pour ma part. Voilà, que je ne retrouvais pas forcément au CSO, parce que peut-être j'avais pas... les chevaux que j'avais, on les travaillait peut-être un peu moins. Enfin bon, voilà, le dressage, il y a un travail quotidien, voilà. Et, si vous voulez, on leur demande des exercices qui arrivent au fur et à mesure, mais relativement proches sur un temps donné. Donc il faut avoir en effet cette douceur, je trouve. Après. Je trouve que moi, l'équitation a beaucoup évolué depuis que, en tout cas, j'y suis. Je trouve que les cavaliers montent mieux, voilà, sont beaucoup plus fins. Moi, je fais de la formation, hein, j'ai des élèves jeunes chevaux qu'on forme, donc je trouve qu'ils arrivent, en tout cas, les garçons et les filles, on en a autant, par contre, dans cette formation, et je trouve que les garçons viennent plus fins aussi maintenant. Alors, comment vous expliquez la suprématie des femmes en dressage et peut-être le fait qu'il y ait peu de femmes, à ma connaissance, sont complets? Alors peut-être qu'on pourrait aussi donner la parole
aux propriétaires. C'est pas vrai pour les Anglais? Oui, je crois que M. Lucas vient de dire ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, la culture anglo-saxonne, depuis très longtemps, fait qu'à haut niveau, il y avait une présence féminine en concours complet très importante, les fameuses petites anglaises, sans que ça soit absolument péjoratif. Mais, je ne les connaissais pas en complet. Et voilà, après, peut-être qu'à très haut niveau, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais on a quand même, non seulement une mixité, mais probablement un équilibre qui est à peu près stable. J'ai pas le sentiment qu'il y ait d'évolution depuis quelques années. Voilà, pour le dressage, j'aurais moins d'arguments à vous donner, mais pour le complet, je pense qu'on est dans un équilibre qui est assez constant. Ouais. D'accord. Et pour le dressage, alors? Le dressage, il y a plus de femmes, oui, je crois. Pourquoi je ne sais pas. D'accord. Très bien. J'ai encore un peu de temps ou pas? Non, alors on va passer les questions. J'avais d'autres questions, mais on va passer à la salle. Trois questions. Je peux m'exprimer. Je voudrais, s'il vous plaît, revenir sur le pentathlon moderne. Je suis en opposition diamétralement opposée à Laurent. Pourquoi? Il faut savoir qu'il existe un mouvement animaliste dont l'objet final est de supprimer le cheval des Jeux Olympiques. Supprimer le cheval, supprimer les sports équestres du pentathlon moderne, pour eux, c'est déjà un début de victoire. Or, il y avait d'autres solutions. C'est au lieu de supprimer le problème, comme c'est le cas, il fallait le prendre en compte. Et il y avait des solutions. C'est changer le règlement. Or, il y a un problème de gouvernance au sein du pentathlon olympique international qui n'écoute pas les cavaliers. Il faut savoir que 70% des pentathlètes souhaitent conserver les sports équestres. Et ceux qui manifestent avec des t-shirts en disant on veut les costards, ils sont punis. Or, il y a une solution, c'est de faire un test préalable sous l'autorité des fédérations nationales. Et là, ou changer même aussi le contenu. Mais changer la discipline, c'est dangereux pour nous. Demain, ça va être le concours complet. Après-demain, le saut d'obstacle. Et ensuite, le dressage. Il n'existera plus. J'ai un point, si vous voulez, aussi au niveau du bien-être. Pourquoi les femmes sont meilleures, entre guillemets, que les hommes? L'équitation, c'est un langage tactile. Or, l'action tactile est d'autant mieux perçue qu'il n'y a qu'une action tactile à la fois. Si vous avez deux actions tactiles en même temps, vous avez la dominante qui ne prend pas sur la dominée. Or, les femmes ont tendance à être plus relâchées que les hommes. Et fatalement, je fais par exemple une métaphore dans le dialogue entre personnes. Si vous avez plusieurs personnes qui parlent en même temps, on dit non, attendez, les uns après les autres. Or, nous avons des aides qui sont les mains, les jambes, et l'assiette, je dirais, qui sont l'assiette prolongée par les jambes. Parce qu'en définitive, l'assiette, c'est le cerveau du cavalier qui mémorise, qui perçoit les émotions du cheval et qui retransmet les ordres. Ouais. Or, j'ai vu sur, je pense à une espèce de cheval cob qui était monté brutalement par un bonhomme, mais après j'ai vu une petite gamine comme une puce qui montait à cru, et le cob, il passait partout. Donc il faut faire le silence avec ses aides et prendre conscience ensuite d'agir avec qu'une seule aide à la fois. Et ça va mieux. Merci. Une autre question peut-être? Merci. Encore moi. Alors, Jean Pedro, peut-être que si l'équitation portugaise est inscrite à l'UNESCO, ça fera l'objet d'une belle rencontre entre l'ETF, enfin l'équitation tradition française et l'équitation portugaise. À mon avis, on a des sujets à débattre. Je pense qu'on va commencer au château de Versailles en septembre, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Moi, je voudrais partager quelque chose parce qu'on parle de recherche, mais
Je vois qu'il y a Marine qui est dans la salle, mais je sais qu'elle ne va pas trop aimer que je la mette comme ça. C'est-à-dire que moi, ça me fait beaucoup penser aux travaux d'un philosophe et sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne-là dans la salle, qui porte un concept qui s'appelle le concept de résonance. Et je crois que c'est ce que vous incarnez là. Dire en quoi vos postures, vos alignements, vos travail sur vous vont entrer en résonance ici et maintenant avec la situation. Et pourquoi j'évoque Marine? Parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher à cet endroit-là sur la notion qu'elle porte sur, et elle n'est pas la seule, sur l'empathie sensorimotrice. Je crois que c'est ce que M. Lucas vient de dire, c'est-à-dire que la relation, elle est tactile, mais elle est sensible, elle est sensorimotrice, elle s'interprète avec peut-être des mécaniques de projection, etc. Donc je m'aventure dans un sujet que tu maîtrises bien mieux que moi, Marine, mais voilà. Et je crois que c'est cet enjeu, en fait, c'est d'articuler, obtenir la résonance avec l'idée que le haut niveau, c'est de la surprise. Je crois que Laurent, tu ne vas pas me contredire. C'est-à-dire obtenir quelque chose que personne ne croit possible. C'est peut-être la définition du haut niveau, c'est-à-dire que ni moi, ni le cheval, ni personne autour de moi ne croit que c'est possible, mais on le fait. Je crois que ce que font Pauline, ce que fait Arnaud avec le cheval, effectivement, avec tous ces choix-là, tout ce qu'on a évoqué, c'est effectivement obtenir des choses que, a priori, on pense impossibles, mais quand même on y va, on le tente. Et arriver à avoir suffisamment de raison, de rationalité, de retenue pour pouvoir entrer en résonance et aller quand même chercher quelque chose que tout le monde croit impossible, et moi le premier. Je pense que là, pour le coup, l'équilibre à trouver, c'est une gageure. C'est peut-être ce qui fait le charme du haut niveau. Enfin, j'ai envie de partager ça et peut-être entendre quelques réactions. Encore une question. J'ai une question pour Nadège et Pauline. Vous avez indiqué toutes deux que vous veniez du monde du CSO et qu'arrivé à l'école d'équitation, vous vous êtes orienté vers le dressage et que maintenant vous concourez au niveau plutôt en dressage. La raison de ce choix? Alors moi, c'est très simple, c'est quand j'ai eu mes enfants. Parce que c'était compliqué. En CSO, si on n'est pas tous les week-ends en concours avec plusieurs chevaux, on n'est pas performant. Et avec les enfants, je ne pouvais pas partir tous les week-ends, donc j'étais moins performante, donc ça m'amusait moins. Du coup, j'ai demandé à passer à l'écurie Prestige. Donc l'écurie Prestige, chez nous, c'est vraiment l'écurie avec les chevaux de gala, mais en fait, l'écurie est couplée Prestige Dressage. Et quand je suis arrivée donc, dans cette écurie, j'ai eu la chance de me voir confier Liaison, mon ancien cheval de dressage, avec qui je suis repartie en concours. Mais c'était plus facile de concourir en dressage parce que je le préparais en fait sur les galas. Donc je faisais moins de concours, mais je le préparais aussi en faisant des galas. Alors, en ce qui me concerne, c'était un petit peu une opportunité. Il faut savoir que j'ai toujours été très attirée par toutes les disciplines. En fait, moi, j'aimais les chevaux, j'aimais monter à cheval, et finalement, j'ai un peu cette curiosité d'expérimenter des choses. Donc, j'ai fait un petit peu de complet aussi. Et il s'est trouvé à un moment qu'il fallait faire un choix. Et en l'occurrence, j'avais l'opportunité... de par le prestige, parce que j'avais quand même des chevaux de prestige, donc comme Pauline, je faisais du dressage, d'avoir un piquet plus fourni et plus intéressant en m'orientant vers le dressage à ce moment-là. Et je tiens à le citer parce que je pense qu'il a beaucoup œuvré dans ce sens-là, c'est Fabien Godel, qui est pour moi, et humainement et professionnellement, un grand monsieur. Et il avait à cœur que tous les écuyers qui étaient dans l'écurie dite du dressage et du prestige, que tous les cavaliers et des chevaux, et pour se présenter en piste et pour aller en concours, des chevaux avec des aptitudes pour ces choses-là. Et voilà, et moi ça s'est fait un peu par opportunité. Voilà, je le regrette pas.
Alors, j'aurais peut-être un élément de réponse, mais Pauline l'a déjà donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, je crois que la première femme est 19e sur la ranking list mondiale, mais c'est une question, pour être dans les 10 premiers de la ranking list mondiale, il faut être en concours toutes les semaines, du mois de janvier au mois de décembre. Et les femmes, à un moment donné, ont des enfants pour la plupart, et donc elles peuvent plus se permettre, elles n'ont plus envie de faire ça. Oui, mais il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont tendance à plus s'occuper, certainement à tort, mais ils sont plus en responsabilité des enfants quand ils sont jeunes que des hommes. Ça, c'est une évidence. Enfin, je crois que... Et je crois que c'est aussi pour ça que la fréquence des concours en dressage et en concours complet est moins importante qu'en saut d'obstacle, tout simplement. Et donc, c'est ce qui fait que les femmes sont moins dans les premières, à mon avis, dans les premières places de la ranking list en saut d'obstacle. Enfin, sûrement pas la seule raison, mais à mon avis, la principale. Moi, aujourd'hui, je fais du haut niveau en dressage. Je ne pourrais pas faire en CSO. Enfin, j'aurais pas envie, en tout cas. Ça ne serait pas compatible avec ma vie de famille, en CSO. Alors que ça l'est en dressage. C'est comme ça. Oui. Mais moi, je pourrais pas. Je pourrais pas être tous les week-ends en compétition. Il y a une autre preuve, c'est qu'on pourrait imaginer que le complet étant a priori objectivement plus dangereux, les femmes n'y aillent pas trop, parce qu'elles peut-être un peu moins fortes, un peu moins résistantes, etc. Ayant éventuellement des enfants de manière un peu plus responsable, on va dire. Et en fait, il y a beaucoup de femmes en complet. Donc probablement l'explication est de cet ordre-là. Voilà. Mais avec la dangerosité qui ne les freine pas en complet, l'argument n'en est que confirmé. Ouais. Oui, en termes d'objectifs, ça c'est une hypothèse personnelle. On peut imaginer que pour les femmes, c'est pour une femme, c'est peut-être moins important d'être numéro 1 mondial que pour un homme. En termes d'ego, allons savoir. Et donc, effectivement, elles n'ont pas envie forcément de sacrifier un certain nombre de choses au niveau de leur vie personnelle pour être numéro 1 mondial ou espérer l'être, alors que les hommes, peut-être plus. Merci en tout cas à tous pour vos témoignages. Merci, c'était tout à fait passionnant. Et en plus, on a un élément de réponse par rapport à cette différence dressage et obstacle, effectivement, par le rythme en fait, des compétitions qu'on ne savait pas. Et effectivement, comme l'a très bien dit Arnaud Biotto, les femmes n'ont pas plus peur que les hommes, puisque le complet, elles y vont aussi. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Donc, on aura Xavier Liberec qui va nous faire une petite aussi information. Merci Sylvine, merci aux intervenants. Toutes les interventions furent passionnantes, foisonnantes, et merci à ton équipe. Juste pour vous dire juste pour te dire aussi que tu nous as préparé le terrain. Quand je dis nous, c'est la Bibliothèque mondiale du cheval, puisqu'on organise le 1er août au château de Versailles, pendant les Jeux, un colloque qui s'intitule « Sports équestres, jeux et enjeux ». On va forcément repartir sur des choses qui ont été dites aujourd'hui. Je ne vous livre pas tout le programme parce que vous êtes tous pressés et je le comprends bien. Simplement, si vous n'avez pas encore reçu ce que j'appelle le Save the Date que j'ai adressé, je pense, à peu près à tous les gens qui sont ici, si vous ne l'avez pas reçu, je pense que Sylvine, tu vas encore nous aider. Vous adressez un petit mail à Sylvine qui va me le rebalancer et vous serez ainsi totalement informés. Je n'ai pas plus de choses à dire. Merci beaucoup.